Si je vous disais qu'un simple mot pouvait vous empêcher de voir une couleur, oui, littéralement, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Yo, 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 ça dit quoi? Bienvenue dans cette première vidéo de ma chaîne Coquelicot. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de créer cette chaîne. Et pour cela, on va devoir parler de ce qui a tout déclenché, c'est-à-dire le pouvoir des mots. Et oui, vous allez voir comment un simple mot peut complètement changer votre perception du monde. Et vini, écoute cette histoire là de... Bref, commençons par une couleur que j'adore, le bleu. Le bleu me rappelle mon pays d'origine, l'île Maurice. La mer, le ciel, ou encore mon uniforme scolaire. Bon, l'uniforme, on va éviter d'en parler. Fun fact, pendant mes études en psychologie, j'ai également appris que le bleu, c'était la couleur préférée des consommateurs. Et ce, depuis les années 1900. Car c'est une couleur qui évoquerait le calme ou encore la tranquillité, la confiance, tout ça quoi. Sauf que, dans les textes anciens, en Grèce antique ou encore en Chine ancienne, que ce soit dans l'Iliade et l'Odyssée ou dans d'autres œuvres majeures, aucun mot n'était utilisé pour désigner la couleur bleue. Le ciel, la mer, à l'époque pour eux c'était du vert ou du violet, mais pas bleu. Oui, cette mer est sombre comme le vin. Au début, j'ai pensé qu'il y avait un délire de daltonisme dans l'histoire. Le daltonisme, c'est un trouble de la vision, souvent héréditaire, qui rend difficile de voir certaines couleurs, comme le rouge ou le vert. Et il existe un cas où effectivement la couleur bleue ne peut être distinguée. Ce phénomène s'appelle la tritanopie. Mais ce trouble est très rare. Donc vous imaginez que tout un peuple ne pouvait être tritanope. Mais alors, comment ça se fait ? Eh ben, les scientifiques se sont penchés sur la question. Est-ce que les humains voyaient différemment à l'époque ? Est-ce qu'ils étaient daltoniens collectifs ? Malheureusement, nous ne pouvons pas faire d'études sur les individus ayant vécu il y a plus de 2000 ans de cela. Normal. Donc, pour creuser, les scientifiques se sont rapprochés d'une tribu appelée le peuple Himba en Namibie. Pourquoi eux ? Tout simplement parce que, tout comme dans la Grèce antique et la Chine ancienne, le peuple Himba n'a pas de mots pour dire la couleur bleue dans leur langue. En revanche, ils ont tout plein de mots pour décrire plein de nuances de vert. Alors, les chercheurs ont organisé une petite expérience. Et vous allez également y participer. Test numéro 1. Vous allez voir 13 carrés à l'écran. 12 seront de la même couleur, mais un sera d'une couleur différente. Le but est de trouver le carré différent le plus vite possible. Prêt ? 3, 2, 1. Alors, vous avez trouvé ? Sinon, pensez à aller chez l'opticien. Hein. Pour nous, c'est évident. Il y a du vert et du bleu. Mais pour les Himba, galère totale. Ils ne voient quasiment aucune différence. Test numéro 2. Le même principe, trouver le carré différent le plus vite possible. Alors là, si vous trouvez direct, bienvenue dans la team Himba. Perso, je ne suis pas prête d'être recrutée. Hein. Likez si vous aussi vous avez galéré, histoire qu'on se soutienne moralement. Mais pour les Himba, c'était doigt dans le nez. Un jeu d'enfant quoi. Ils voyaient tout de suite le carré un peu plus pâle. Une subtilité entre vert que nous-mêmes, on ne capte pas facilement. Conclusion, un seul mot, comme le bleu, peut littéralement changer la façon dont on voit le monde. Si on n'a pas le mot, eh ben on n'a pas la vision. Alors, voyons-nous vraiment avec nos yeux ? Ou est-ce qu'on voit surtout avec nos mots ? Prenons un exemple tout bête. Écrivez dans votre tête le mot « je ». Vous avez dû penser à « je », J-E, « je », J-E-U, ou « je », J-E-U-X. Et ouais, un mot, ce n'est pas uniquement des lettres collées ensemble. Sinon, ceux qui ne savent pas lire n'arriveraient pas à faire la différence en entendant ces différents sons de « je ». Or,
Même les enfants qui ne savent pas encore lire comprennent qu'il y a un sens derrière un son. Ainsi, nous pouvons comprendre que le contexte, c'est la clé de la compréhension. Quand on parle, on lit bien plus que des mots. On lit les gestes, les expressions, le ton de voix. C'est pour cela que quand j'avais déménagé en Chine en 2017, j'ai quitté mon île paradisiaque pour aller dans les bouchons de Pékin, tout va bien. J'ai passé mon premier jour enfermée 6 heures à répéter les 4 tons du mandarin. J'ai eu un magnifique malentendu. Ceux qui connaissent le mandarin là, est-ce que vous avez compris? Je pensais poser des questions, mais apparemment, j'appelais tout le monde cheval. Cheval. Vous l'aurez compris, ma en chinois peut vouloir dire cheval, mais également point d'interrogation. Ça fait la cave aussi dire maman, fibre, crier. Autre exemple de contexte. Quand tu trônes 5, puis fait la gueule et qui te démanie, mais qui t'y arrive toi? Non, sorry boss. Tu l'auras compris, ce n'est pas rien. Ce n'est jamais rien. Bref, les mots seuls ne suffisent pas. Le contexte est roi. En découvrant le portugais brésilien, j'ai eu un coup de cœur pour 2 mots en particulier. Il y en a du monde crush-lo santé à K-pop. Moi, mot crush-lo, le mot correct. Saudade, cette douce mélancolie pleine d'espoir. Et cafuné, des petites caresses tout en tendresse dans les cheveux. Ces mots sont comme des caresses qu'aucune autre langue ne sait vraiment traduire. Ce que cela veut dire, c'est que ces 2 mots existent uniquement dans le portugais brésilien. Et voilà. Il n'y a pas d'équivalent ni en français ni en anglais. Il y a aussi les différences culturelles. La France a une culture à haut contexte. C'est-à-dire que l'on va communiquer beaucoup par l'implicite. On va lire entre les lignes, lire les mouvements. On ne va pas juste entendre un message. A contrario, nos amis les Américains, ils ont une culture à bas contexte. Il faut dire clairement ce qu'on pense pour se faire comprendre. Par exemple, en France, un trottoir, c'est un trottoir. Mais au USA, un sidewalk, c'est le côté où on marche. Ils décrivent tout, même ce qui peut paraître évident. Et Maurice, dans tout ça, on est un bel exemple d'un pays hybride, entre le contexte élevé traditionnel et les tendances modernes à contexte bas. L'influence anglaise et française, que ce soit dans le système éducatif, juridique ou encore administratif, pousse parfois une communication plus directe, surtout dans un cadre formel ou professionnel. En fait, j'ai réalisé que si Maurice a ce contexte élevé traditionnel, c'est parce qu'à l'époque des esclaves, le créole mauricien est né comme une sorte de langage codé qui permettait aux esclaves de communiquer sans se faire comprendre par leurs oppresseurs. Donc forcément, les mots ne voulaient pas toujours dire ce qu'ils disaient. Et encore aujourd'hui, entre Mauriciens, on sent quand un mot veut pas dire ce qu'il laisse entendre. Un dernier truc rigolo, c'est que plus il y a de mots pour décrire quelque chose dans une culture, plus cette chose est importante. Au Brésil, certaines tribus amazoniennes ont de nombreux mots pour désigner différentes fourmis, surtout celles qui se mangent ou qui piquent fort. On raconte qu'une d'entre elles aurait plus de 20 mots, rien que pour des fourmis comestibles. Difficile à vérifier, mais vu l'importance des fourmis là-bas, ce n'est pas si farfelu. À Hawaï, la langue hawaïenne compte plus de 100 termes traditionnels différents pour désigner des variétés, des stages ou encore les préparations de patates douces. Pas besoin d'en faire un dessin, les patates douces, c'est la vie là-bas. Et donc, je me suis mise à chercher le mot avec le plus de synonymes en créole mauricien. Alors, malheureusement, il n'y a pas de données officielles, mais d'après ChatGPT, c'est-à-dire comment je surnomme ChatGPT, sans ordre précis, dans le top 5 figurent manger, dormi, zoli, mari, dans le sens de extra, et les enfants. Et en France alors, je pensais à baguette, oui, non. C'est le pays
avec 216 synonymes. Bande de pervers. Entre ça et Pétaouchnok en 5e position, je ne sais pas trop ce qui m'étonne le plus. Aujourd'hui, on est capable de créer de l'intelligence artificielle. Mais comprendre l'autre, c'est peut-être ce qu'on maîtrise le moins. Et pourtant, les mots ont un pouvoir énorme. Ils peuvent blesser ou soigner, détruire ou unir. Et parfois, un simple mot peut ouvrir les yeux. Et moi, j'ai décidé de ne plus jamais les fermer. Et si on apprenait ensemble à mieux voir avec nos mots? C'est pour cela que j'ai créé Coquelicot, pour raconter des histoires de fous, partager des anecdotes improbables et surtout vous rappeler à quel point notre monde est incroyable. Si ce genre de sujet vous intrigue, il y aura plein d'anecdotes bonus comme l'expérience Booba Kiki sur mes autres réseaux. Tout est en description. Merci d'être là pour ce tout début d'aventure et bienvenue sur Coquelicot.